Alors, il y a eu plusieurs chiffrages en la matière, mais tout concorde vers cette somme de 150 milliards d'euros mis de côté depuis le début de la crise en 2020 et 2021 par les Français. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Comment vous arrivez à ce chiffre-là qui est somme toute assez proche de celui de la Banque de France? Alors le chiffre il est simple, il y a ce qu'on connaît, c'est 2020 et ce qu'on sait de 2020 c'est que les ménages ont accumulé une épargne forcée ou une épargne Covid, on peut donner une détermination un peu particulière, de l'ordre de 100 milliards sur 2020. Au regard des prévisions qu'on fait, donc c'est encore une prévision en termes d'évolution du revenu des ménages et de la consommation, et encore une consommation contrainte, les ménages devraient encore accumuler à peu près un peu plus de 60 milliards d'épargne Covid sur 2021. Donc ça veut dire qu'on arrive globalement à 160 milliards d'accumulation supplémentaire d'épargne sur 2 ans. C'est désormais même plus une épargne, ça devient une sorte de patrimoine au bout de 2 ans. Et donc la grande question, c'est comment les Français vont utiliser ce supplément d'épargne pour l'avenir. Cher Mathieu, un patrimoine, c'est un peu fort, parce que si on divise ça par nombre de Français, bon, c'est un peu fruste comme calcul, mais ça fait quoi? Ça fait 2500 euros par Français. Patrimoine. Par français, alors oui, et par ménage, ça fait un peu plus quand même. Il y a 160 milliards sur 30 millions de ménages, donc on voit qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de 5000 euros quand même. Alors, on dit patrimoine parce que l'épargne, c'est sur un an. À partir du moment où vous accumulez les choses et que vous les gardez et que vous les déstockez pas, ça devient du patrimoine. Et donc la question, c'est cette constitution de ces 160 milliards. D'abord, il y a la question de la répartition. Vous soulevez, oui, parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent, qui se disent moi, je ne me sens pas concerné par ces milliards thésaurisés. Oui. L'INSEE a fait un travail remarquable là-dessus, déjà sur 2020, qui montrait que les 25% des ménages en haut de la pyramide des revenus avaient accumulé en moyenne à peu près 10 000 euros d'épargne Covid, et alors que les 25% les moins aisés étaient plutôt autour de 250 euros, ce qui est assez logique quelque part, on le voit bien dans l'évolution de l'épargne, ce qui veut dire que 80% quasiment de cette épargne en fait est constituée et sur les comptes des 25% des ménages les plus aisés. Donc c'est plutôt le comportement de ces ménages-là qui va être intéressant pour la suite. Alors vous avez fait tourner vos petites machines aux calculettes, et c'est intéressant parce que sur l'ensemble de cette somme, sur ces 160 milliards, si 20% de cet argent était dépensé, encore une fois, on verra comment c'est possible de les inciter, eh bien le PIB de 2022 serait supérieur de 1,7 points. Il y aurait 1,7 points de PIB en plus en 2022, et donc ça nous mènerait à une croissance de 6%, ce qui est appréciable. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on a fait 2 scénarios parce que l'incertitude est forte sur ces comportements d'épargne pour la suite. Un scénario, on va dire, relativement prudent où les ménages se remettraient à épargner comme avant et donc n'utiliseraient pas cette épargne Covid. Et donc là, on arrive à une croissance de 4,3%. Un taux de chômage à 9,4 d'ailleurs au passage, et un scénario on va dire plus positif où finalement une partie de cette patrimoine, cette épargne accumulée serait réutilisée, reconsommée pour l'ordre de 20%, c'est-à-dire 30 milliards à peu près, seraient réinjectés dans l'économie sous forme de consommation. On arrive à une croissance de 6% et un taux de chômage à 8,7 et un déficit bien sûr plus bas. Donc ça veut dire que, et on n'est que sur 20% de reconsommation de cette épargne, donc on peut imaginer des scénarios alternatifs encore plus ambitieux. Donc on voit que c'est un des moteurs, une des clés essentielles de cette reprise, c'est comment les ménages vont se comporter vis-à-vis de cette épargne. Bien sûr, si une partie est réinjectée dans l'économie, par exemple 30 milliards, on a un scénario qui est quand même assez différent en termes de reprise. Et donc plus de croissance, c'est évidemment pour le coup moins de chômeurs. C'est bien de le rappeler aussi. C'est mécanique, on va dire, c'est-à-dire que le premier déterminant de l'emploi, ça reste l'activité et la croissance. Donc une croissance plus soutenue, c'est plus de création d'emplois, c'est moins de chômage. Il faut avoir ça aussi en tête, c'est qu'une croissance plus soutenue, c'est plus de recettes fiscales. Et moins de chômage, c'est aussi moins de dépenses sociales. Et sur les déficits, on le voit, on a un scénario, dans le scénario avec des épargnes, on a 4,6% de déficit et 115% de dette. Dans le scénario B, on est avec 5,4% de déficit et 117% de PIB de dette. Donc on voit que, une fois de plus, la clé est là. C'est-à-dire que on a fait 2 scénarios qui nous semblent crédibles. On n'est pas dans des scénarios qui sont complètement irréalistes. Mais déjà, dans cette fourchette-là, on a quand même quelque chose d'assez différent. Ouais, après, c'est un raisonnement macroéconomique. Collectivement, on le voit bien, enfin, encore une fois, chiffre à l'appui, que les Français gagneraient dans l'ensemble à dépenser une partie de cette épargne Covid, sauf que les choix individuels peuvent être bien différents et s'écarter de cet intérêt collectif. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux grands, on va dire,
vision qu'on peut avoir sur cette épargne, une vision qui serait, on va dire, extrêmement avec beaucoup d'incertitudes, une épargne de précaution qui se constitue face à un risque de faillite, de perte d'emploi, et donc pas du tout de désépargne face à cette incertitude. Une forme d'effet ricardien aussi. Alors l'effet ricardien, c'est dire que les ménages anticiperaient des hausses d'impôts futures pour financer la dette Covid, et là, ils n'auraient aucun intérêt à aller consommer cette épargne parce qu'ils pourraient imaginer que cette épargne sera à un moment utilisée pour financer D'où l'effort du gouvernement impôts. qui répète tout le temps, Oui. Bruno Le Maire à maintes reprises répète qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Exactement. Donc là, les anticipations des ménages sont extrêmement importantes là-dessus sur quelle pourrait être l'augmentation des impôts ou la baisse des dépenses publiques aussi, parce que s'ils imaginent qu'on va devoir faire des efforts budgétaires importants, ils pourraient mettre de l'argent de côté pour financer ça, et s'ils mettent cet argent de côté, ils ne le consomment pas, et donc on a un effet qui serait beaucoup moins dynamique sur la croissance. Et on a un scénario qui est beaucoup plus, on va dire, positif, qui serait que avec les levées des contraintes sanitaires, avec une reprise de croissance importante, et puis pendant 1 an et demi, des ménages qui ont été contraints dans leur consommation, un phénomène d'engouement qu'on pourrait retrouver temporairement, mais les ménages se feraient plus plaisir que d'habitude, en sortant un peu plus, en allant plus au restaurant, en se faisant plaisir sur un voyage, l'achat d'une voiture, etc. Et donc là, on aurait un scénario plus positif. Et donc, on est face à deux choses quand même qui peuvent être assez différentes. Et donc, c'est très important pour le gouvernement, à la fois en termes de communication, de signaler qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, et deuxièmement, avoir une campagne de vaccination qui se passe bien de façon à relever le plus vite les mesures sanitaires pour que cette consommation puisse se libérer. Ouais. Après, encore une fois, cette consommation qui se libère, enfin cette épargne en tout cas qui pourrait se libérer, elle vient surtout, on l'a dit, des ménages les plus aisés. Donc c'est eux qu'il faut convaincre et qu'il faut inciter à dépenser. Oui, alors il y a effectivement eux qui sont une des clés parce que c'est très concentré là. Pour les autres, il y a le risque toujours d'une épargne de précaution quand même, parce que ils représentent une partie importante de la population, et donc eux pourraient être plus concernés d'ailleurs sur les pertes d'emploi, parce qu'on voit que souvent sur le marché du travail, c'est plutôt les plus précaires, c'est pas forcément les cadres ou les plus aisés qui sont les plus concernés. Mais vous avez raison, c'est donc ces 25% de ménages là qui vont être concernés, et sachant que il y a un point intéressant aussi, c'est que ces ménages là sont ceux qui ont dans leur consommation le poids le plus important dans la consommation d'hôtellerie, de restauration, de voyage, de loisirs, tous ces secteurs qui ont été extrêmement contraints et qui sont très touchés par la crise. Donc si cette consommation aussi se rediffuse vers ces secteurs, ça sera extrêmement bénéfique pour l'économie, parce que les risques de faillite sont beaucoup concentrés sur ces secteurs qui ont été très touchés. Effectivement, si vous consommez des achats de matériel ou de produits manufacturés importés, ça n'a pas du tout le même effet sur la croissance que si vous allez dans une consommation de services de proximité, qui est de l'activité domestique. Donc on voit bien qu'il y a aussi ce risque-là. Acheter des produits manufacturés fabriqués en Chine n'a pas du tout le même impact sur l'économie française que d'aller au restaurant, par exemple, où vous avez une activité domestique, un emploi domestique. Ouais. On rappelle que 25% des ménages les plus aisés, ce ne sont pas des millionnaires. C'est toujours bien de le rappeler aussi. On est quoi ? On est sur des revenus de quel niveau ? Alors, le seuil pour être dans les 25%, alors à vérifier parce que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais je dirais que c'est autour de 2500. À partir de, clairement, à 3000 euros, vous êtes dedans. Je vous dirais que c'est autour de 2500 euros, je crois, de mémoire, parce que c'est 80% de ménages. Il faut savoir que c'était le seuil aussi pour la taxe d'habitation. Exactement. Et ça représentait 2500 euros. Donc voilà, à partir de 2500 euros, vous êtes concerné déjà par les 20%. Voilà, c'est bien de le rappeler aussi. Merci Mathieu. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David, à bientôt.